Bonjour, dans cette présentation, je vais vous présenter la classification phylogénétique en biologie. Ça fait partie du programme de sixième pour les sciences générales et les sciences de base. Alors les processus, tous les deux, le premier processus est vous pouvez trouver des liens de parenté entre les êtres vivants à partir des données anatomiques, embryologiques, moléculaires ou paléontologiques. Pour les sciences générales, vous devez être capable d'expliquer à l'aide d'un arbre phylogénétique, par exemple celui des vertébrés, que la classification scientifique actuelle des êtres vivants se fonde sur la théorie de l'évolution. Et pour les sciences des bases, vous devez savoir interpréter la structure d'un arbre phylogénétique. En fait, c'est plus ou moins la même chose, sauf que pour les sciences générales, on doit aller un peu plus loin. Et pour les sciences de base, on reste dans des choses un peu plus simples. Mais dans les deux cas, il s'agit d'interpréter un arbre phylogénétique. Dans cette présentation, je vais vous donner les bases valables pour les deux. Et après, avec les sciences générales, on ira un peu plus loin. En biologie, il existe une variété de méthodes pour la classification des êtres vivants. La méthode la plus utilisée par les scientifiques aujourd'hui est la systématique phylogénétique ou cladistique. Alors, qu'est-ce que c'est un clade? Un clade est ce qu'on appelle aussi un groupe monophylétique. C'est un groupe dans lequel tous les membres sont plus apparentés entre eux qu'avec n'importe quel autre groupe ou quel autre organisme. Alors, si on regarde ici dans cette image, on a un exemple d'arbre et on voit donc des organismes actuels, le saumon, le dipneus, c'est le poisson avec les poumons et la vache. Et on voit les relations de parenté entre les organismes. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire avec relation de parenté? En fait, ce qu'on va indiquer ici, c'est l'ancêtre commun entre les organismes. Alors, si on regarde, le saumon a un ancêtre commun avec le dipneus et la vache, mais la vache et le dipneus ont un ancêtre commun plus récent. Donc, si on veut parler de groupe monophylétique, le dipneus et la vache font partie d'un groupe monophylétique parce qu'ils sont plus apparentés entre eux qu'avec le saumon. Si on prend par exemple le groupe des poissons, alors ce groupe ici n'est pas un groupe monophylétique parce que si on va considérer l'ancêtre commun, on voit que en fait le dipneus est plus proche de la vache que du saumon. Donc on ne peut pas le considérer un groupe monophylétique, donc ce n'est pas un clade. Par contre, le groupe avec le dipneus et la vache est bien un clade. Un cladogramme ou arbre phylogénétique est simplement un ensemble de clades. Alors, le cladogramme spécifie simplement des relations et le degré de parenté entre les taxons qu'il classifie. Ici, vous avez deux exemples de cladogrammes. Alors, comme vous voyez, ils peuvent être disposés différemment. Donc, on peut avoir un cladogramme horizontal. Et alors, dans ce cas ici, le ton plus ancien est, dans ce cas ici, à gauche, et le plus récent
est vers la droite. Dans ce cas ici, par contre, le ton, la ligne du ton est du bas vers le haut. Donc ici, c'est le ton le plus loin. Et ici, on a le ton le plus récent. Alors, dans cette image ici, on peut voir différents clades. Par exemple, celui-là est un clade. Celui-là ici aussi est un clade. Ça, c'est ce qu'on appelle un taxon. C'est un groupe d'organismes qu'on veut classifier. Alors, ça, ici aussi, ça c'est un clade. Ça c'est un clade. Mais on peut considérer aussi tout ça, par exemple, un clade. Et voilà. L'important est de prendre l'ancêtre et tous les descendants pour avoir un clade. Donc, par exemple, ceci n'est pas un clade. Alors, dans la diapositive précédente, on avait parlé de taxon. Alors, qu'est-ce que c'est un taxon? Un taxon est simplement un ensemble d'organismes vivants ayant certaines caractéristiques en commun. Alors, des exemples de taxons, vous les avez ici, par exemple les angiospermes, les niétophytes, les coniférophytes, les gygophytes, les cyathophytes, surtout des taxons de plantes qui partagent des caractéristiques communes. Ça peut être des espèces, ça peut être des genres, ça peut être des familles, ça peut être voilà. C'est pas important le niveau de classification. Alors par exemple, on peut prendre des espèces, on peut prendre des groupes plus grands comme les primates, on a une espèce Homo sapiens, ou des groupes des règnes comme les plantes, ou des angiospermes, ou des champignons, etc. Alors là, ici, dans l'exemple que je vous montre ici, vous avez un cladogramme, et là vous avez les gymnospermes. Les gymnospermes, c'est une façon, donc on l'a toujours utilisé pour classifier les plantes qui n'ont pas de fleurs, comme les conifères, par exemple. On les a toujours classifiées dans les gymnospermes pour les différencier des angiospermes. Mais si vous regardez cette image ici, on ne peut pas classifier les gymnospermes dans un groupe homogène parce qu'il ne s'agit pas d'un clade. Donc, dans la classification moderne, gymnosperme n'a pas de sens. On a compris qu'est-ce que c'est un cladogramme ou arbre. Et maintenant, on doit comprendre comment on fait pour construire un arbre phylogénétique. Donc, quelle est la logique qui est derrière la construction d'un arbre phylogénétique pour la classification des états vivants en biologie. Alors, la chose importante à retenir, c'est que chaque branchement d'un arbre phylogénétique est justifié par une ou plusieurs innovations évolutives. Alors, les nœuds de l'arbre phylogénétique représentent des populations d'ancêtres communs. Donc, ce n'est pas nécessairement un seul individu, mais c'est une population à partir de laquelle ils vont émerger de groupes différents par leurs caractéristiques. Donc, grâce à tous les mécanismes évolutifs, par exemple la sélection naturelle, la dérive génétique, tous les autres mécanismes, les organismes se différencient parce que, par exemple, ils se retrouvent dans des milieux différents. Donc, ils ont des mutations différentes et vont évoluer des caractéristiques différentes.
Donc, à partir d'une seule population, on a des populations différentes qui vont devenir deux espèces différentes, deux groupes différents, deux taxons différents. Donc, à partir d'un seul ancêtre, dans une seule population d'ancêtres, on a deux populations différentes. Et donc, ça, on parle de nouvelles espèces. Hein. Alors, une structure commune à tout un ensemble d'organismes constitue un argument très fort pour penser que ces organismes possèdent un ancêtre commun. Donc vous devez penser donc en ancêtre chez lequel cette structure existait. Par exemple, les glandes mammaires existaient chez l'ancêtre de tous les mammifères. Donc à un certain moment, il a évolué cette structure, la capacité donc de produire un liquide nourrissant grâce à des glandes. Et tous les mammifères partagent cette caractéristique, c'est-à-dire la capacité de produire le lait. Et ça, c'est parce qu'on a un ancêtre commun qui pouvait le faire, qui a relié cette caractéristique. Alors, on parle toujours de partage des caractéristiques. Alors, on peut comprendre que deux espèces sont apparentées parce qu'elles partagent justement certaines caractéristiques. Donc, si on observe certaines ressemblances entre deux espèces, donc ces structures sont appelées des structures homologues. Donc, le fait de posséder des structures homologues détermine la parenté entre des organismes. L'homologie est le fait, c'est quand deux structures présentent le même plan d'organisation, mais des structures différentes. Par exemple, vous avez ici les membres antérieurs des vertébrés et vous voyez que le plan d'organisation est le même. Donc, on a les mêmes structures, mais qui ont évolué pour avoir des fonctions différentes. Donc, vous avez ici un bras, vous avez ici une aile, vous avez ici une aile mais différente, vous avez ici une nageoire, patte, vous avez ici une patte et ici une nageoire. Donc chaque fois on retrouve les mêmes structures qui sont marquées par la même couleur, mais la taille de ces structures et parfois le nombre aussi peut changer, mais on voit qu'ils sont agencés de la même façon. On peut donc dire que tous les organismes qui sont présents ici ont un ancêtre commun, un ancêtre qui probablement avait une patte similaire à celle du coélacanthe. C'est le poisson avec les pattes. Et à partir de cet ancêtre commun qui possédait cette nageoire charnue, tous les autres structures ont pu évoluer. On a vu donc que l'homologie est une même structure de base avec des fonctions complètement différentes. Et ça, c'est parce que les organismes ont une origine commune, mais après, ils ont évolué différemment pour s'adapter à des habitats, des environnements différents. Alors, on voit maintenant ce que c'est l'analogie. Donc, l'analogie, ce sont des structures qui remplissent la même fonction, comme par exemple les ailes. Vous avez ici les ailes des insectes, les ailes des mammifères. Ils vont remplir la même fonction biologique, donc c'est une adaptation au vol, donc c'est le même type d'adaptation, mais la structure est clairement différente. Donc là,
elles ont évolué d'une façon indépendante à partir de structures de base différentes. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y a un ancêtre en commun parce que tous les deux possèdent des ailes. Ce sont des ailes complètement différentes, même si la fonction est la même. Donc l'analogie. Donc l'analogie, c'est la même fonction, mais en plan d'organisation différente. Donc on peut dire que dans ce cas ici, même si les structures se ressemblent, donc ils vont remplir la même fonction, elles ont une origine évolutive différente. Donc, lorsque des structures se ressemblent et remplissent éventuellement la même fonction, mais ont deux origines évolutives complètement distinctes, on parle donc de structures analogues. Alors, par exemple, l'aile des oiseaux et celle des insectes, comme ici dans la photo, sont analogues parce qu'elles se ressemblent superficiellement, elles ont la même fonction, celle du vol, mais elles ont deux origines complètement différentes. Alors attention, dans la construction d'un arbre phylogénétique, il faut prendre en considération seulement deux structures homologues et pas analogues. Donc il faut prendre en considération des structures qui ont la même origine évolutive. Alors il y a différentes façons pour comprendre si des structures sont homologues ou non. Parfois c'est évident. Alors ici, c'est clair que la structure n'est pas absolument la même. Par contre, dans le cas précédent, ici, on voit vraiment qu'il y a un plan commun, d'organisation commun. Donc il faut faire attention. Alors, les ressemblances entre les organismes, donc les ressemblances qui ont été héritées d'un ancêtre commun, peuvent également être analysées au niveau moléculaire, donc à l'échelle moléculaire. Par exemple, ici, vous avez, dans l'exemple que vous avez ici à côté, vous avez les similitudes entre l'hémoglobine de différents vertébrés. Alors vous avez ici les séquences d'acides aminés. Alors la séquence de référence ici, la séquence en rouge, celle du thon. Et ensuite vous avez différents organismes qui sont analysés. Alors c'est pas la séquence complète, c'est seulement une partie de la séquence. Vous avez ici dans la première ligne la séquence du thon. Ensuite vous avez les autres. Et en noir, il y a les acides aminés différents. Alors ces différences sont ensuite mises dans un tableau où vous avez chaque fois le pourcentage de différence entre l'organisme, par exemple le thon et l'alligator. Il y a 57,9 de différence. Entre le thon et le dauphin, il y a 52,4 de différence. Et ainsi de suite. Alors, vous voyez, c'est déjà comme ça que le requin est celui qui présente le plus grand pourcentage de différence avec tous les autres. Ensuite, on peut mettre sur un arbre, donc ça c'est un arbre phylogénétique, on met plus proche les organismes qui présentent un plus petit pourcentage de différence, donc vous avez un 0,7 de différence, et donc il est représenté ici par un nœud qui est beaucoup plus proche. Après, on retrouve le dauphin. Vous avez ici le dauphin entre homme et dauphin. Vous avez ici un 14,5 de différence. Et ainsi de suite, on va mettre les différentes espèces à mesure
Et donc dans ce cas ici, le bras de l'arbre est de plus en plus long, plus le pourcentage de différence est grand. Alors, on peut donc réaliser des arbres à partir des données moléculaires et ensuite réaliser des arbres à partir des caractéristiques physiques. Et si on retrouve une concordance entre les deux, donc si l'arbre qu'on a réalisé grâce aux similitudes moléculaires et l'arbre qu'on a réalisé grâce aux similitudes physiques sont similaires, donc s'il y a une concordance entre les deux, alors ça, c'est un argument fort en faveur de la parenté des êtres vivants et de leur évolution. La comparaison des caractères morphologiques ou moléculaires homologues n'est pas simple, car au cours de l'évolution, un caractère peut se transformer. C'est-à-dire, il peut passer d'un état ancestral à un état qu'on appelle dérivé. Donc là, on parle donc d'une innovation évolutive. Il y a eu des mutations et ces mutations ont porté à une innovation évolutive, un changement. L'innovation évolutive est une modification génétique, c'est-à-dire une mutation, qui est fixée dans une population parce qu'elle se manifeste par une modification d'un caractère. Donc cette mutation a porté à une modification du phénotype, donc le caractère des individus, et cette modification apporte un avantage à son porteur par rapport au caractère ancestral. Vous devez donc imaginer des populations. Dans ces populations, il y a une variabilité, il y a des mutations. À un certain moment, il y a un changement de l'environnement où certains individus vont migrer ailleurs et certaines mutations deviennent avantageuses. Donc, l'individu qui porte cette mutation aura un phénotype plus adapté au nouveau environnement. Et donc, cette mutation va se fixer. On aura donc une population avec des caractéristiques différentes et qui peut éventuellement se transformer dans une nouvelle espèce. Le partage de cette innovation évolutive par différents organismes est une signature de parenté. Alors, on prend l'exemple de l'écaille. Alors, l'écaille, par exemple, de Vecti. Alors, ça, c'est l'état ancestral qui a ensuite évolué soit vers la pluie, soit vers le poil. Donc, plume et poil sont les caractères dérivés du caractère ancestral écaille. Alors, à un certain moment, donc on peut mettre ça sur un arbre. À un certain moment, sur la lignée qui a porté aux reptiles et les oiseaux et mammifères, on a eu des organismes qui ont évolué l'écaille. À un certain moment, toujours sur cette ligne, des organismes ont évolué, donc ils ont subi des mutations et ils ont évolué vers le poil. Donc l'écaille s'est transformée en poil. Alors clairement, il y a des organismes qui ont gardé l'état ancestral écaille sans avoir évolué l'état dérivé poil. Alors attention, chez les individus qui possèdent des poils, on peut toujours retrouver des écailles, hein, mais en plus, on a des poils. Et la même chose pour la plume. À un certain moment, sur la lignée évolutive qui a porté aux oiseaux,
les organismes ont subi des modifications, des mutations qui ont porté de l'écaille à la plume. Alors ici, même chose, des organismes qui possèdent des plumes peuvent aussi posséder des écailles. C'est pas en contradiction. Simplement, ils ont évolué, une modification de l'écaille qui est la plume. Même chose pour le poil. Donc, le fait de posséder des poils est une innovation évolutive qui signifie que tous les organismes qui possèdent des poils sont plus proches entre eux que avec ceux qui ne portent pas. Donc, tous les mammifères possèdent des poils, donc ils sont tous plus apparentés entre eux qu'avec les oiseaux, par exemple. Et tous les oiseaux sont plus apparentés entre eux qu'avec les mammifères. Vous avez ici l'arbre simplifié des vertébrés. Ça, c'est l'arbre simplifié où vous avez un certain nombre de vertébrés, des taxons de vertébrés qui sont représentés. Alors cet arbre a été construit grâce à une matrice de caractères et qu'on appelle aussi tableau d'état des caractères. Alors vous avez ici la matrice des caractères avec un certain nombre de caractères. Lors de la construction des arbres phylogénétiques, on utilise des matrices avec des milliers et milliers de caractères qui ensuite sont analysés par ordinateur. Ici, on se limite à un certain nombre juste pour l'exemple. Alors, vous avez donc dans cette partie-ci une série de taxons de vertébrés. Donc, vous avez par exemple les oiseaux, les mammifères, etc. Alors, tous les organismes présents ici sont tous des vertébrés. En fait, ils possèdent tous des vertèbres. Ensuite, on a des organismes qui possèdent des mâchoires et des organismes qui ne possèdent pas des mâchoires, comme la lamproie, par exemple. On a des organismes qui possèdent un vrai squelette avec du calcium, carbonate de calcium. Et on a par contre des organismes qui possèdent du cartilage. Donc, par exemple, le requin. Après, on a le nombre d'appendices, la présence d'un amnios et d'autres caractéristiques. Alors, avec cette matrice, on va construire donc l'arbre. Alors, vous avez ici donc l'arbre simplifié des vertébrés où on a placé les différentes caractéristiques qu'on avait dans le tableau précédent. Alors, les vertébrés sont un groupe monophylétique parce qu'on a un ancêtre commun qui possède des vertèbres et tous les descendants possèdent des vertèbres. Donc, c'est bien un groupe monophylétique, un groupe qui partage un même caractère qui est dérivé d'un même ancêtre commun. Donc là, on a une autre définition de groupe monophylétique. Donc, c'est un groupe qui regroupe un ancêtre commun avec tous ses descendants. Alors, exemple, les vertébrés, comme je disais, ici, en bleu, sont bien un groupe monophylétique. Alors, les mammifères aussi, donc les mammifères, ils sont tous là, ils sont bien un groupe monophylétique. Donc, il y a un ancêtre qui avait des poils et des mamelles, et tous les mammifères possèdent des poils et la caractéristique de produire du lait. Alors, attention, parfois, on a perdu certaines caractéristiques. Par exemple, si on prend les serpents sont bien des tétrapodes, donc des individus, des organismes à quatre pattes, mais ils ont perdu les pattes.
en fait, l'ancêtre des serpents avec 4 pattes, mais au cours de l'évolution, il les a perdus. Alors ça, on peut le voir grâce aux études de biologie moléculaire et d'embryologie. Donc les mammifères sont bien un groupe monophylétique. Alors par contre, les reptiles. Alors si on prend les reptiles, donc vous avez ici les lézards, les serpents, ça sont des reptiles, les crocodiliens, ça sont des reptiles, les tortues, ça sont des reptiles. Alors ça, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un groupe monophylétique. Parce que, en fait, si vous prenez le groupe des reptiles, vous laissez en dehors les oiseaux. Vous voyez que les crocodiliens et les oiseaux, ils ont un ancêtre en commun. Donc, les reptiles, ce que en général on appelle les reptiles, ce n'est pas un groupe monophylétique. Petite précisation, les ancêtres communs qui sont représentés sur les arbres phylogénétiques, c'est-à-dire dans les nœuds des arbres, sont hypothétiques. Donc, on ne les connaît pas vraiment, on ne peut pas les rencontrer, on ne sait pas exactement voilà, quel était leur aspect. On peut simplement essayer de faire un portrait robot sur la base des caractéristiques qu'on retrouve chez les descendants. Donc, le portrait robot peut être établi à partir des groupes de caractères partagés par les descendants. Alors, ils ne correspondent pas forcément à des espèces fossiles précises. Alors, on peut en principe trouver exactement le fossile de l'individu qui a ensuite donné naissance, par exemple, aux mammifères. Mais peut-être qu'on ne va pas retrouver lui-même, on va retrouver un cousin, un loin cousin, un oncle, voilà. Alors ici dans l'image, vous avez par exemple le portrait robot, donc comment peut-être notre ancêtre, notre arrière grand-parent d'il y a environ 530 millions d'années, comment il pouvait être. Donc, il avait bien des vertèbres, il n'avait pas de mâchoire. Alors en général, un fossile, donc on ne peut pas vraiment le placer au niveau des nœuds parce qu'on ne peut pas être sûr. En général, on va le mettre à l'extrémité d'une branche qui s'est éteinte. Donc, on va le placer comme les autres taxons, simplement, vous voyez ici, l'expansion des dinosaures. Voilà, les taxons des dinosaures vont s'arrêter là. À un certain moment, ils n'arrivent pas jusqu'au présent. Par contre, les taxons qui existent encore aujourd'hui, comme les oiseaux par exemple. Alors là, dans cette table, vous avez sur chaque branche, on a reporté en fait les caractéristiques des annexes tegumentaires des différents fossiles qu'on a retrouvés. Alors là, on a des fossiles qui possédaient des plumes, donc on les met assez proches des oiseaux parce qu'ils possédaient des plumes comme les oiseaux. Là, par contre, vous avez des fossiles qui possédaient des filaments, mais qui n'étaient pas vraiment des plumes. Là, vous avez des fossiles qui possédaient des écailles. Là, des fossiles qui possédaient des écailles et des filaments. Et voilà, ainsi de suite. Donc, de cette façon, grâce au retournement des fossiles, grâce aux études virtuelles
des traces moléculaires si on les retrouve, on peut mettre les fossiles sur l'arbre phylogénétique et les relier aux organismes existants aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un arbre phylogénétique nous permet de faire? Alors, première chose, il nous permet de préciser le degré de parenté entre différentes espèces. Par exemple, dans la faune actuelle, le groupe le plus apparenté aux oiseaux est celui des crocodiles. Alors, tous possèdent en commun plusieurs caractères qui leur sont propres, comme par exemple le gésier, la membrane mixtante, différents caractères génétiques, etc. Donc, vous pouvez le voir donc, sur l'arbre, comme on avait vu avant. Vous pouvez voir ici que les crocodiles sont donc plus proches des oiseaux. Donc, ce sont les vertébrés les plus proches des oiseaux. Alors, une autre chose qu'on peut faire grâce à un arbre phytogénétique est définir des clades ou groupes monophylétiques. Alors, ces groupes sont utilisés pour établir la classification phylogénétique du vivant, c'est-à-dire, en gros, les boîtes, les tiroirs dans lesquels on va classer les organismes vivants. Une autre chose qu'on peut faire dans un arbre phylogénétique est donner certaines caractéristiques du plus récent ancêtre commun à partir des états de caractère partagés par ses descendants. Donc, si on prend l'ancêtre commun des vertébrés, il possédait donc des vertèbres, parce que tous les vertébrés possèdent des vertèbres, et voilà. Il n'avait pas de pattes, parce que il n'y a qu'une certaine partie des descendants de cet ancêtre qui possédait des pattes. Alors, on passe maintenant à des exercices que je vais réaliser avec vous. Et ensuite, vous pouvez réaliser vous-même d'autres exercices. Alors ici, vous avez un arbre. Alors, dans l'arbre ci-dessous, on représente les relations entre différentes personnes de protostomie. Alors, c'est pas toujours nécessaire connaître qu'est-ce que c'est. Là, ce sont des exercices de compréhension du fonctionnement d'un arbre. Donc, même si vous ne connaissez pas les animaux qui sont listés, c'est pas grave. Vous pouvez faire l'exercice comme ça. Alors, ce que je demande ici est le groupe formé des taxons nématodes, Kinorhynchiques et Priapuliens est-il un groupe monophylétique? Alors, on va d'abord chercher les organismes, donc les Priapuliens, les Kinorhynches et les nématodes. Alors, est-ce qu'il est un groupe monophylétique ou non? Alors, on va regarder l'ancêtre commun. On voit que l'ancêtre commun est celui-là. Et donc, il s'agit bien d'un groupe monophylétique parce que c'est un groupe qui comprend l'ancêtre commun et tous les descendants. Donc, il s'agit bien d'un groupe monophylétique. La réponse est oui. Alors, deuxième exercice. L'arbre ci-dessous représente les relations entre différentes personnes de mammifères. Donnez tous les ancêtres communs des taxons dermoptères, marsupiaux et cétacés. Alors, comme avant, on va chercher les organismes, donc les dermoptères, les marsupiaux et les cétacés. Voilà. Alors, il nous demande de donner tous les ancêtres en commun. Alors, c'est simple, on va suivre la branche. Donc là, voilà. Ça, c'est l'ancêtre en commun entre les marsupiaux et les dermoptères. Alors, on va faire les cétacés. Et voilà. Donc, on voit que tous les ancêtres en commun, donc le plus récent est le 3, mais on a aussi le 1, qui est un ancêtre du 3. Donc, il y a aussi un ancêtre en commun aux 3 groupes.
Et donc, pour répondre à l'exercice, on doit simplement écrire un droit. Voilà. Tous les ancêtres communs. Comment? On passe maintenant au dernier exercice. Alors ici, il nous demande de comparer des taxons. Donc, il nous demande si le taxon Chiroptère est plus apparenté ou moins, plus ou moins apparenté au taxon Scandantian et Dermoptère. Alors, on va les chercher sur l'arbre. Alors ici, on a les Chiroptères. Donc, c'est celui dont on doit déterminer le degré de parenté. Ensuite, on a les Dermoptères et les Scandantiens. Alors, on va voir le niveau de parenté. Donc, on voit que les Dermoptères et les Chiroptères sont reliés. Donc, leur ancêtre commun est plus récent que l'ancêtre commun entre les Chiroptères et les Scandantiens. Donc, les Chiroptères sont plus apparentés aux Dermoptères et aux Scandantiens. Donc, la bonne réponse est plus orientée au taxon Dermoptère que au taxon Scandantien. Et voilà, merci pour m'avoir écouté. Et vous pouvez maintenant essayer de faire vous-même des exercices. Si vous avez des questions, contactez-moi.